on vous propose aujourd'hui de vivre une immersion pédagogique. Et donc, ce qui va vous être proposé là pendant cette pause, c'est de vivre une aventure collective. Donc, en pédagogie, l'incertitude est constante. Comment les apprenants vont-ils réagir? Est-ce que cette méthode, elle va être efficace? Comment accompagner sans tout maîtriser? Et donc, on sait qu'on a tous vécu des moments de doute avec un accompagnement, que ce soit pour un étudiant ou bien un nouveau professionnel de santé. Et on s'est tous demandé qu'est-ce qui nous a manqué ou comment on fait. Donc, bienvenue à cette 8e pause pédagogique. Alors, il me semble qu'il n'y a personne, il n'y a aucun participant en ligne, Sandra? Oui. Voilà, personne n'est en ligne. Donc, bienvenue à nous tous qui sommes en présentiel. Comme vous avez pu voir dans la lettre du CFRPS, donc, on vous propose une pause pédagogique autour du formateur et de l'amélioration de ses pratiques professionnelles. Donc, le titre de notre présentation, c'était « Quand le formateur est à bout » et si on structurait le soutien pédagogique. Et Cécilia, que va-t-il se passer dans cette pause pédagogique? Alors, que va-t-il se passer? Alors, tout d'abord, on va vous proposer de vous mettre en situation. Alors, c'est pour ça que vous êtes en groupe. Et on va vous faire vivre des ateliers en lien avec l'accompagnement pédagogique. On va vous en dire plus. Et puis après, nous allons vous proposer un temps de débriefing par rapport à votre vécu, ce qui s'est passé dans les différents groupes. Et puis, nous aurons l'occasion de vous présenter le guide AMI sur lequel on s'appuie et on s'est appuyé sur cette pause. Alors justement, Sylvie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu l'idée de cette pause pédagogique? Je me lève. Alors avant toute chose, vous avez remarqué qu'effectivement on était bien accompagnés aujourd'hui. Donc on tient à remercier Victoire qui est étudiante en audiovisuel et qui a elle nous fait l'honneur de pouvoir enregistrer de façon qualitative et garder une trace immémorable dans nos esprits et celle du réseau Internet. Donc merci à toi Victoire. Et donc, si on doit parler jeunesse, effectivement, c'est peut-être le moment de faire une belle transition sur le teaser. Vous l'avez peut-être vu via la lettre d'information mensuelle de notre superbe centre de formation. Néanmoins, vous allez avoir l'occasion de le découvrir ou le redécouvrir, nos talents d'acteurs. Alors, désolé, on n'a pas les meilleures qualités d'improvisation par rapport à certains camarades d'entre vous. Néanmoins, nous allons vous montrer cela. Vous êtes là, je sors d'une situation, l'apprenante, elle masse « No woman, no cry ». Au lieu de « Stay in gueulade »,« Ha, 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 ha ». En plus, elle a les mains sur l'estomac. Mais où est le cœur? Non mais les filles, j'étais avec l'étudiante infirmière de 3e année, elle a confondu le bassin et la bassine. Donc quand on a voulu faire l'aide à la toilette, elle m'a pris le pour la bassine. Non mais... Par où commencer? Là, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment un problème. J'ai un étudiant qui m'a placé les testicules à la place des reins sur le schéma. Comment on fait? On a une idée. Je t'en prie. Je sens que c'est pour nos talents d'acteurs que vous applaudissez et merci. Sans avoir surjoué, surtout, c'est important. Hein. L'authenticité. Alors, donc dans un premier temps, comme vous a dit Cécilia, on va faire des ateliers. Donc il va y avoir 3 ateliers et on va vous demander de vous répartir de manière hétérogène en termes de profession. Et donc du coup, 3 ateliers donc, sur chacune des tables comme vous avez pu voir. Donc au centre, il y a un contexte de situation que vous connaissez bien, formation initiale, formation continue ou encore supervision clinique. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont vraiment ancrés dans notre réalité qui est celui de l'accompagnement des étudiants. Alors, ensuite, nous allons vous distribuer des cartes avec des rôles de différents formateurs. Et donc, il y a des petites variantes comme modérateur, activateur ou observateur. Donc, je vous laisserai lire ces cartes-là, ou formateur. Hein. Et juste une précision pour les observateurs,
l'idée, c'est que vous puissiez observer ce qui va pouvoir se passer. Et on va vous distribuer avec ça une grille cognitive qui va vous permettre de noter un petit peu et de commenter ces observations. Donc, initialement, il y avait aussi, pour les participants distanciels, ils pouvaient faire la même chose en observation sur WooClap. Bon, ils ne sont pas là, tant pis pour eux. Ils peuvent venir encore, mais je crois qu'il n'y a personne qui est connecté. J'appelle la régie, mais je crois que personne n'est connecté. Donc, vous faites comme d'habitude. Vous prenez un café, petit chocolat, vous êtes en salle de pause et vous allez discuter de situations que vous avez vécues sur l'accompagnement des étudiants. C'est parti, on a 10 minutes d'atelier. On va vous distribuer les cartes et à vous de jouer. Alors vous allez être activateur dans la situation et donc vous allez faire en sorte que tout le monde puisse participer activement et raconter une situation d'accompagnement pédagogique. Le look de l'activateur. J'aime bien. Madame Sébri, vous allez jouer le rôle de modératrice, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que les échanges soient respectent notamment l'éthique en termes de débat et d'échanges autour des étudiants ou de nouveaux arrivants ou de collègues. Ça me correspond. Donc, en tant que formateur, vous pouvoir participer de façon active aux échanges tout en racontant une situation d'accompagnement pédagogique qui vous aurait étonné ou qui vous aurait posé problème. Alors, tu vas avoir le rôle d'observatrice, c'est-à-dire que tu ne prendras pas la parole pendant les échanges, et tu vas devoir, le temps de cet échange, noter tout ce que tu peux observer à partir de différents critères. Tu as une case pour les commentaires, et après on débriefera ce que tu auras pu observer. Ok. Et donc, Adé, tu vas avoir le même rôle d'observatrice également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet échange qui est prévu? Le modérateur n'est pas égal à animateur, on est d'accord? Alors, non, il n'est pas égal, mais vous pouvez participer bien sûr aux échanges. Il n'y a que les observateurs qui peuvent La chose des histoires, pas le nom. Vas-y, il faut y aller. Alors, tu sais pas ce qui m'est arrivé. C'est qui mes copains? C'est nous. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Mais raconte donc. Avec un des étudiants là qui est passé en stage. En fait, on était dans la chambre d'un patient en soins de vie. D'accord? En soins de fin de vie là. Ouais, je suis désolé, ça m'énerve. En fin de vie, et en fait, il avait une poche de Cernevite au-dessus. Là, vous savez, Cernevite Nutriel, c'est un peu jaune. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait à l'entrée? Il a dit vous avez vu, on dirait du whisky. Et en fait, c'est pas une question ça, moi je me fous. Enfin, pas devant les gens, on peut pas et tout, mais dans le couloir j'ai dit mais d'où tu sors ça là, c'est quoi cette connerie? Et en fait il m'a répondu ouais je voulais faire un trait d'humour. Et donc la famille, il y avait la femme. Je veux dire, à part dans le couloir, un peu l'engueuler, demander qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça, quoi. Je sais pas, moi en tout cas je lui ai dit que ça se faisait pas, qu'il était à côté de la plaque et qu'en fait il n'y a pas intérêt à ce que ça se refasse et qu'au prochain écart j'en parlerai de faire un stage quoi. Et le patient il a dit quoi? En fait lui il était en fin de vie, donc c'est surtout la famille qui était choquée, qui m'a regardé un peu comme ça. En plus eux ils étaient tétanisés là comme ça, donc moi je suis tétanisé, moi aussi un petit peu, et j'ai dit, j'ai coupé court un petit peu, j'ai dit écoutez, on tape, voilà le truc. Je me suis peut-être un peu emporté, mais je pense qu'il a compris parce qu'il a rien dit, il m'a regardé comme ça, il m'a dit je vais faire un trait d'humour. Heureusement, parce que s'il enchaînait, je le descends. Ça veut dire après qu'il attendait une réponse tranchée. Je sais pas, je ne vais pas poser la question. Ce n'est pas une règle d'or, il faut jamais faire des exercices pour éviter
si vous travaillez, comment doit vivre une équipe quand le patient décède? Je sais pas comment. C'est ça, mais il ne faut pas qu'ils en soient responsables et vous allez travailler ça. Si vous lancez une équipe sur il faut que le patient s'en sorte et qu'à la fin il décède, bah là, là, ça va pas le faire. Ils vont plus être accessibles à du débriefing derrière ou des choses comme ça. C'était un genre de discussion qu'on peut avoir. Et ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir ces situations où tu as fait décéder le patient et tu as débriefé derrière? Non, mais quitte à... Et c'est vrai que ça a été une vraie question par contre, et par les lectures et puis par tout ça, j'ai apporté des réponses, mais le fait de me dire... parce qu'il y a quand même une problématique, et c'est ce qu'il disait, c'est que quand il faut vraiment de la merde, et qu'en vrai le patient décéderait, tu fais comment en fait? Parce que tu sors de l'authenticité en fait. Et donc du coup, une partie des gens, notamment ceux qui regardent, disent ben en fait c'est pas vrai. Et donc du coup tu perds l'authenticité, tu perds l'implication dans le réel et tout ça. Je pense que oui. Là-dessus, mais au final, il s'impliquait moins dans... Voilà, parce que du coup c'est plus vrai en fait. Quand tu fais de la merde et que voilà. Donc en fait ça veut dire que là il faut trouver une solution pour qui décède pas et en même temps pour pas que ça fasse perdre l'authenticité et en même temps donc ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à passer la difficulté en fait. Bah là en réfléchissant avec eux c'est ce qu'on avait construit comme réponse, c'est de dire bah à un moment donné en fait ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un formateur qui va jouer le facilitateur, qui va prendre notre rôle, qui va rentrer dans la pièce pour par les questions ou son attitude va faire que les gens se disent ah mais c'est ça qu'il faut faire et lancer le truc, tu vois. Donc il y a le bon timing à trouver entre il faut les laisser un peu chercher, mais si trop ça peut être on peut perdre de l'authenticité parce qu'un malade pour de vrai là décéderait ou s'arrêterait, voilà. Et en même temps donc du coup il faut les laisser chercher, faire rentrer pas trop tôt ni trop tard le facilitateur, donc c'est un peu un problème. Savoir à quel moment faire rentrer le facilitateur. Bonne question. Comment tu arrives à gérer et identifier que c'est le bon moment. Vous avez des rôles d'activateur. Oui. Eh bien, je sais pas trop. Tu l'as pas questionné? J'avoue que j'ai pas re-questionné les connaissances antérieures, non. Puisque bon, le timing est sur son ressenti. Ah, sur son ressenti. Pas du tout. Moi, je suis tuteur de stage, hein. J'ai pas eu de formation, quoi que ce soit. Donc, ça va aller. Et est-ce que c'est déjà arrivé ce genre de situation à quelqu'un d'autre autour de la table lors d'un télé La situation un peu cocasse. Pas cocasse, pas forcément. Genre, c'est ce qui m'est arrivé lors du dernier TD avec les étudiants. Donc, quelque chose où vous avez pu être. Quelque chose d'anecdotique qui a pu vous poser problème ou pas, ou qui aurait pu être bien. Hein. Enfin, ça peut bien se passer aussi. C'est une bonne idée. Ah oui. Effectivement. Mais compte tenu que ça se passe bien tout le temps. Alors vas-y, développe. Non, mais en théorie, il y a effectivement je pense spécifiquement à un TD qu'on fait effectivement et où tous les étudiants performent. Jamais on s'est interrogé sur la raison pourquoi ils performent autant. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est bien ça. Parce que on a loupé une étape. C'était sur un geste peut-être. On a loupé une étape effectivement. C'était sur un geste et ce qu'ils mettaient en place avec ce geste. Et ils performent tous et c'est vrai que ça ne s'est jamais interrogé sur la raison pour laquelle ils performent autant. Mais en tant que pédagogue, il est intéressant de remettre en cause ça peut-être. Alors remettre en cause ou identifier les leviers qui peuvent être. C'est ça, tout. C'est ça. Mmh. Dans la remise en cause, c'est l'esprit critique qu'on peut amener sur la pratique, quand bien même elle tend à la performance. C'est que pas d'aller se dire on va performer plus. Non, c'est dans cette performance, qu'est-ce qui a mené à la performance Qu'est-ce qui a bien et matché quelle est la pour y raison pour arriver. laquelle ces mêmes
outils qui ont été utilisés, ils ont mené à cette performance. Est-ce Et que, on ne s'est jamais posé la question. ouais, et est-ce que dans l'idée de se poser la question, il y aurait aussi l'idée que potentiellement il y en a qui y arrivent par hasard? Non. Ou est-ce que tu as identifié on des est choses vraiment sur une pratique soignante, justement, hein, c'est en lien avec le TD de la toilette au lit sur un patient qui a une impotence fonctionnelle. Et c'est vrai que voilà, quoi, ils performent tous, c'est assez intéressant. Mais ouais, oui. Et vous Moi, avez je vous vu, invite là, tous à lire. J'ai lu un truc super intéressant justement sur la réussite qui questionne. Hein. Ça s'appelle La constante macabre de André Antibi. Et c'est super intéressant. Parce que du coup, en fait, c'est presque l'enseignant. En fait, si tous les étudiants réussissent, il est presque perçu comme un mauvais enseignant si tous les étudiants réussissent. qui facilite trop la vie à ces Voilà, étudiants? c'est ça. Donc C'est que moi, c'est je vous très invite facile. à lire là-dessus parce que c'est super intéressant. Ça remet en question la notion de réussite. Bah, c'est ça, absolument. Voilà. Alors que potentiellement, c'est pas si mal que ça. En fait, c'est même super intéressant qu'ils réussissent tous. On cherche la performance. Ouais. Ça, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on avait vu ça en évaluation, peut-être on sort un petit peu du thème, mais il y a des méthodes d'évaluation où systématiquement ils se disaient il faut que les étudiants qui échouent, parce qu'ils étaient leurs propres normes, et sur la courbe de Gauss, il y avait quand même un petit pourcentage qui devait toujours échouer. Mais bon, peut-être que ça s'éloigne un peu du sujet. Non, pas du tout. C'est intéressant aussi de voir ce qui est positif dans les actions lors des TD. Enfin, on a le droit d'avoir une vie qui peut être idéale, hein, des fois. Est-ce que ça te paraît satisfaisant pour toi-même, ce genre de situation? Moi, ça m'interpelle, justement. Alors, au départ, effectivement, c'est satisfaisant parce qu'on est quand même dans un cadre normé et qui doit répondre justement à une évaluation et au fait que, voilà, quoi, t'as bien valide, ou en cours d'exécution, enfin bref, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, moi, ça m'interpelle, effectivement. Ça m'interpelle. Pardon? Le profil de tes étudiants. C'est étudiant infirmier, première année. Ah, c'est de première année. C'est passé à force de dire c'est pas bien, c'est pas normal, parce que forcément la demande de jugement, ça reste très subjectif, parce que pour un autre patient, encore une fois, ça pourrait au contraire détendre l'atmosphère et créer de l'alliance, et c'est des choses subjectives, tu vois, changer de dire c'est pas bien, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que je pense que même dans la façon dont on parle, il faut peut-être qu'on descende d'un cran, que tout va bien, mais voilà, parce qu'effectivement c'est une situation, je vois, où toi, Nathan, tu es très en colère parce que c'est un patient, je vois que ça peut probablement activer des choses, je sais pas quoi, et c'est ok, mais du coup, peut-être qu'il faut que justement on t'aide à faire un pas de côté et qu'on puisse prendre aussi ce pas de recul de se dire il n'y a pas de choses, enfin c'est pas bien, et si c'est une erreur, il n'y a pas de valeur de jugement à l'erreur, elle est bien pour l'apprentissage. Et effectivement, je pense que ce que vous disiez de faire un temps de rétroaction dédié avec le formateur ici peut-être, et qui doit être quand même allié, hein, soyons d'accord, de l'étudiant, ça peut être quelque chose de... C'est fini? C'est fini. Non, c'est fini. Vraiment, merci. Merci, je me sens bien et peut-être que je vais le sortir de la coque de ma voiture. Les échanges sont terminés. Alors, je vous remercie pour ces échanges qui, on l'a entendu, ont été riches. Peut-être un peu frustrant de s'arrêter là. Mais en tout cas, on vous propose de prendre le temps de revenir sur votre vécu. Finalement, alors, je donnerai bien sûr la parole aux observateurs, observatrices tout à l'heure, mais vous-même, qu'avez-vous vécu dans ces échanges? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos propres groupes? Est-ce qu'on pourrait commencer par ce groupe-là? Comment ça s'est passé dans vos échanges? Il y a Cédric qui a pris un accent. Alors, ça marche. Il a des thématiques. En fait, à tel point que je me suis dit, mais est-ce que c'est son véritable? Non, mais il est fada, il est fada. C'était un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est joué dans ton groupe, les échanges qu'il y a pu y avoir?
dans les échanges qu'on a pu avoir dans mon groupe, ce qui a pu se discuter, c'était excusez-moi, j'ai besoin de remettre mes idées en place. Ce qui a pu se jouer, c'est comment est-ce qu'un formateur supervise ses étudiants et avec quel objectif il se donne. Est-ce que le but c'est de rendre ses étudiants compétents? Je vois pas pourquoi vous riez. Il a vu Victor Gazia. Est-ce que le but c'est de rendre ses étudiants compétents ou est-ce qu'il y a des injonctions du formateur qui sont différentes et donc est-ce qu'il y a un indice de performance qui est là ou le but c'est rendre les étudiants efficaces, puisque ce que disait Madame Sébri, c'est que les rendre compétents et répondre de façon efficace aux injonctions de formation, c'est pas exactement la même chose. Et puis sur l'exemple que moi j'ai pu donner, c'est quelle posture le formateur doit avoir dans les évaluations, mais c'est vraiment la base de la base. Est-ce qu'il doit faire un feedback ou pas? Comment on reprend les difficultés des étudiants? Ok, et alors justement, dans les échanges, les autres, est-ce que vous avez trouvé que ces échanges-là étaient constructifs? Est-ce qu'ils pouvaient améliorer sa pratique grâce à ces échanges? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les échanges étaient globalement constructifs, puisqu'ils menaient à l'interrogation des différents membres du groupe. Par contre, on n'a pas peut-être eu le temps de pouvoir poursuivre la discussion jusqu'au bout de la réflexion, parce qu'on manquait un petit peu de temps. Et le choix, c'était peut-être de répartir un peu la parole dans les membres du groupe pour pouvoir que chacun puisse avoir un peu son temps de parole aussi. Ça marche, merci à vous. Les autres, est-ce que vous partagez du coup le même vécu? Comment ça s'est passé pour vous dans votre groupe? Ce qui est intéressant, c'est que chacun a pu échanger, mais en même temps, à un moment donné, ça a été recentré sur la question. On parle peut-être plus, Guillaume ramène un peu attention, on est peut-être trop dans l'émotionnel actuellement et tout. Et ça, c'était intéressant en fait, de pouvoir s'extraire un petit peu de ce côté émotionnel pour retourner sur le côté plus pédago, j'ai envie de dire, prendre un petit peu de On a se recentrer sur les essentiels, c'est-à-dire que finalement, il s'est passé une situation ennuyeuse pour un étudiant qui s'est fait recadrer par son superviseur. Il y avait un point de vue quand même éthique parce que ça se passait dans le couloir et puis comment l'étudiant, enfin jeune, etc., il peut accueillir ça, l'émotionnel. Et on s'est recentré sur finalement, l'idée c'est que ce soit apprenant cette situation et que ce soit pas que bien ou pas bien. Il y avait l'intégration des codes et il y avait, parce qu'il y avait un peu d'humour qui était mal tombé, et on sait que l'humour c'est pas forcément facile à manipuler. Du coup, c'était intéressant de se dire pédagogiquement comment l'étudiant va pouvoir le faire se relever de cette situation, comment il va apprendre et avec quels outils. D'accord. Oui. J'ai envie de dire, quel que soit le contexte, en fait, finalement, si tu repars un petit peu sur ce principe-là, tu restes sur des choses factuelles. Et moi, en tout cas, pendant que chacun échangeait, j'étais là en train de me dire, ah bah ouais, avec tel étudiant, quand j'ai vécu ça, en fait, avec tel étudiant, quand j'ai vécu ça, et de se dire, finalement, au départ, on est énormément dans l'émotionnel au début, parce que ça nous... Ça a résonné, c'est-à-dire que ces situations-là ont résonné avec votre propre pratique, d'autres situations. On vous remercie, merci beaucoup. Et dans votre groupe, comment ça s'est passé justement pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Comment ont été vos échanges? Il y a eu des échanges quand même assez limités en termes de membres. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas réussi à se sentir impliqués de par leur formation, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu les 3-4 personnes qui ont parlé. Après, je ne sais pas s'il y avait des... Je me suis demandé aussi si c'était de nos débats ou si c'était leur carte qui faisait qu'ils étaient observateurs et du coup ils disent non. On était formateurs. Mais on Ça- savait pas trop. Ça veut dire... Il y a 3 formateurs Oui. qui sont très peu intervenus. D'accord. Mais les échanges sont restés quand même très constructifs. Ouais. Enfin, quand j'ai regardé Sync, on a à peu près toutes les cases qui sont cochées. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est un peu obscure. C'est peut-être juste lié à la situation. On verra avec les observateurs après, mais ceux qui ont participé, vous avez ressenti... Ouais. Tu disais, Thomas? Ben non, oui. Sinon, entre les gens qui ont participé, c'était apaisé, contradictoire mais apaisé. Ok. Oui. Après, c'est bien. Ce qui a manqué, c'est un peu de temps aussi, parce qu'on était un peu, voilà, ça commençait à s'ouvrir un petit peu et on n'a pas pu aller au, voilà, donc les discussions commençaient à se lancer un petit peu. Et vous auriez eu envie d'aller plus loin, Oui, en il y tout avait cas, des explorer choses davantage.
Ok, merci beaucoup. Mais justement, les observateurs, qu'est-ce que vous avez pu observer grâce à la grille que vous aviez? J'ai eu un peu de mal à remplir cette grille dans la mesure où je la découvre et puis c'est beaucoup de questions fermées. Donc à part oui, non, je suis un peu embêté sur qu'est-ce que j'écris en commentaire. Donc j'ai quand même essayé d'écrire des choses, mais par contre ça m'a permis de me concentrer sur certains éléments, vérifier les critères qualité entre guillemets des interactions. Est-ce que tu pourrais nous donner tes observations justement? Est-ce que c'était réfléchi dans le sens basé sur des faits avec des éléments contextualisés? On a pu prendre des exemples qui ont servi de base à la discussion. Quand il y a eu besoin de nouvelles informations, elles ont été sorties pour ça. Il y avait un objectif de progression, alors je ne sais pas si ce sera atteint, mais en tout cas il y avait cette idée d'essayer de faire un mieux qui transparaissait sur l'ensemble de la discussion. Concentrer sur des éléments clés. Il y a eu tout un débat sur faut-il ou non faire décéder le patient en simulation, donc avec des questions qui ne sont pas 100% résolues, mais en tout cas il y a eu des pistes d'évolution. Et clairement, comme dit Thomas, contradiction bienveillante, en tout cas respectueuse des uns des autres. Ok, merci. C'est partagé du coup parce que vous étiez deux. Oui, c'est ça. Moi, pareil, un peu comme Clément, j'ai eu un peu du mal à la remplir aussi au début. Ouais. Et je me suis moi aussi posé des questions, surtout sur le N. Le retour est-il centré sur l'essentiel et éviter les informations superflues ou parasites? En fait, moi-même, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui peut être considéré comme superflu, parasite, tout ça? Et j'ai pas trop trouvé la réponse parce que c'était assez clair ce qu'il disait. Mais je suis sûr qu'il y a peut-être des choses qu'il n'y a pas besoin de dire, mais pour autant... Très bien, ça marche. Merci pour vos retours. Là, vous étiez aussi des observateurs. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter peut-être de plus ou différent par rapport à vos collègues d'à côté, dans ce que vous avez observé? La réalité de la dynamique de groupe qui s'est créée. Finalement, le temps est resté bienveillant jusqu'à ce que, puisque l'émotionnel était là, à un moment donné, ce soit un peu dans le jugement. Et là, grâce à la dynamique de groupe, on a pu revenir à des échanges qui étaient vraiment plutôt constructifs, j'ai trouvé. D'accord. Du coup, c'est comme ça que je le compléterai aussi. Et peut-être du coup, en lien avec Thomas, c'est que nous, les moments où on aurait pu se poser de est-ce que c'est nécessaire ou pas, c'est quand on tombait justement plus sur ce versant émotionnel et jugement qu'on pourrait avoir sur la situation et qui n'apportait pas de compréhension telle quelle, quoi. Ok, ça veut dire que potentiellement les personnes qui vous ont présenté les situations pédagogiques sont peut-être un peu plus outillées, plus armées s'ils rencontraient une situation semblable et ils sauraient peut-être réagir différemment. Tu veux dire parce qu'ils ont la grille? Grâce à ces échanges. En tout cas, la personne qui nous a présenté le cas nous a dit qu'effectivement, la prochaine fois, elle saurait peut-être mieux faire. D'accord. Non, oui, c'était quelque part, c'est pas c'était une interprétation. Ça marche, merci à vous. Alors ici, il y avait aussi deux observateurs. Moi, j'ai eu du mal à utiliser la grille. Ouais, alors un tout petit instant, ouais. Moi, je peux dire que j'ai eu, je complète un peu, je ne sais plus qui disait que je crois que c'était là-bas sur l'utilisation de la grille. Moi, j'ai eu vraiment du mal à la formaliser en fait. Parce que je rejoins ce qu'on disait là sur les questions qui étaient plutôt fermées. Enfin, moi, j'ai beaucoup mis oui. Enfin, j'ai pas vraiment élaboré, j'avoue. Ok. Je pense que voilà, c'était un petit peu compliqué. Et moi, ce que j'ai retenu des échanges, c'est qu'il y avait un moment où tu exposais ta situation et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations. Et j'avais l'impression pour moi que ça éparpillait trop le retour et qu'on n'avait pas forcément ce qui était important. Je ne sais pas si vous entendez tous. Non, je n'entends pas. Ok, est-ce que je disais, en fait, moi, ce qui a été compliqué, donc le fait déjà d'utiliser la grille et que au niveau dans la partie plutôt nécessaire, enfin nous on a une grille où il y a marqué voilà ce qui est nécessaire ou pas, et que moi j'avais l'impression qu'il y avait trop d'informations qui en fait élaguaient un petit peu le retour de la situation. Voilà. Merci à toi Morgane. J'ai eu un peu de mal aussi avec l'appropriation de la grille et de la transférabilité, avec ce qui se passait sur le moment. J'arrivais pas après avoir posé des questions, j'ai commencé à comprendre. Moi, ce qui m'interpellait dans notre dynamique de groupe ici, par rapport à du coup, cette grille, si je l'ai bien suivi,
c'est que finalement, je trouve qu'on ressort avec plus de questions qu'au début. En fait, vous n'avez fait que ça, vous posez des questions, oui, mais des questions sur la situation à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu mais est-ce que tu as lu ce livre-là? Parce que ce livre-là, il est pas mal, tu devrais le lire. Et est-ce que tu as fait ça? Parce que non. Et puis est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de ce modèle-là plutôt que ce modèle-là? Parce que mais aucune réponse. Ok. Non, mais c'est vrai, vous l'avez parti ou pas? Et en fait, c'était une conversation qu'on aurait pu avoir encore pendant des heures parce que alors c'était hyper intéressant. J'ai même noté la lecture. Donc la lecture, c'est la performance macabre. Non, la constance macabre. En tout cas, finalement, ce qui est intéressant finalement dans vos retours, c'est que parfois, vous dites que en effet, ce sont des échanges qui ont permis potentiellement de changer peut-être de comportement ou de réagir différemment la fois prochaine, mais aussi potentiellement des freins ou en tout cas un besoin complémentaire parce que justement cet échange a amené à des interrogations, des questionnements et vous aimeriez prolonger du moins en tout cas cet échange un petit peu plus loin. Et ce qu'on vous propose finalement à travers ce débriefing, c'est peut-être susciter un besoin. Le besoin que nous connaissons toutes et tous, qui est quand on est de façon un peu non officielle en service de soins, en institut de formation, où on échange comme ça, ou dans une salle de pause, eh bien, il y a l'émergence potentiellement d'un besoin en termes d'accompagnement pédagogique du formateur, du superviseur. Et justement, Sylvie va nous en dire un petit peu plus sur le guide que nous vous proposons d'une lecture scientifique de ce guide. Et merci à vous pour tous ces échanges. Alors, effectivement, ces ateliers permettent de confronter un petit peu, de mettre en lumière ce qu'on vit régulièrement dans nos professions, dans différents contextes. C'est assez un sentiment qu'on peut partager et c'est reproductible. Et du coup, ce guide émis, le numéro 188 de Voronovi et ses acolytes, c'est vraiment de réfléchir et de permettre d'utiliser un outil qui va permettre de développer les compétences pédagogiques. Donc c'est vraiment l'idée d'aller voir les compétences essentielles dans l'enseignement grâce à cet outil d'évaluation. Ce qui permet à nous tous, experts ou personnes expérimentées sur le terrain, en institut, de transposer notre pratique à une réflexivité, à une pratique réflexive pour développer un processus d'enseignement. Oui, je t'en prie. Merci. Alors, les grands principes, pour faire assez simple, c'est que c'est dérivé des écos. Ça a été décrit dans les études dans les années 90, avec différents modèles qui ont mis en lumière les compétences essentielles de l'enseignement. Et puis, l'idée, c'est qu'au lieu, comme on connaît tous les écos, de le centrer sur l'étudiant en termes d'évaluation, là, c'est plutôt l'enseignant formateur qui est au centre de l'ethos ou l'ost. Ce sont des rencontres donc pédagogiques qui vont être observées par des pairs, experts, collègues en second plan. Et donc, ils auront, avec ce rôle d'observation, ils auront un rôle d'évaluation, bien évidemment. Ce qui est important, c'est que cette rencontre pédagogique, elle n'est pas juste nommée ou imposée. C'est vraiment une co-construction, on est vraiment dans le socio-constructivisme. Et c'est l'idée que l'enseignant formateur, il choisit qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil de structuration de la rencontre pédagogique. Et à ce niveau-là, la personne observée et donc évaluée va pouvoir avoir une grille structurée, objective. Donc l'intention est connue, ça c'est un élément qui est important. Et puis bien évidemment, il y aura un retour d'informations ciblées, encore une fois avec des éléments structurants, des outils de rétroaction, afin de visualiser les éléments positifs et les axes d'amélioration. Et enfin, à terme, c'est vraiment de pouvoir permettre à nous tous, experts, enseignants, formateurs, à différents niveaux et contextes, de développer des pratiques qui soient de plus en plus réflexives à terme pour l'accompagnement des étudiants et de ceux qu'on accompagne. Bon, différents rôles et mises en œuvre. Donc, très rapidement, parce qu'on l'a un petit peu vu sur la diapo précédente, l'idée de l'enseignant-formateur qui est donc évalué, l'apprenant simulé qui va jouer un scénario qui
est issu d'une situation vécue, donc ça augmente l'authenticité. En général, la personne qui joue l'étudiant n'est pas un étudiant lui-même. Là, le guide AMI le dit très clairement parce que ça augmente le stress et donc ce n'est pas l'objectif. Pardon, peut-être que je vous gêne dans l'écran. Un élément qui est aussi intéressant, donc vous l'avez compris, les observateurs utilisent des grilles d'évaluation. Donc on a un exemple ici dans la présentation de cas, parce qu'il y a différents formats. L'idée, c'est qu'il y a vraiment une combinaison d'une échelle de performance globale, atteint partiellement, ce qu'on sait déjà tous, avec des critères, donc une grille critériée, où il va y avoir les compétences psychosociales, l'écoute, etc., la communication, et en même temps un cadre sécurisant et bienveillant pour ensuite permettre un retour, un feedback, une rétroaction structurée. Le guide, l'article aussi décrit que il faut s'approprier, vous l'avez dit dans différents échanges lors des ateliers, c'est pas évident de s'approprier ces grilles, etc. Et donc au début, à la mise en place des OST ou des ethos non officiels, l'idée c'est que peut-être c'est plus facile, plus simple d'avoir un même niveau d'expérience, d'être entre collègues, et au fur et à mesure qu'on s'approprie cet outil-là, et l'idée c'est de jouer dans la pluripro et avoir des niveaux d'expérience différents et d'expertise différents. Du coup, ça va enrichir les retours. Et bien évidemment, le fait de se positionner à la place de l'autre, le vie, ma vie que tu dis tant, Pauline, ça enrichit les apprentissages. Pour terminer sur cette diapo, bien évidemment, on n'arrête pas de le dire, même dans ce master, le cœur, c'est la rétroaction. Comment on peut développer nos compétences si on ne sait pas? Donc, il faut être réflexif, c'est vrai, mais il faut avoir des retours. Le retour, grâce à ces outils comme Pendleton, One Minute Perceptor et le grille ici qu'on va voir juste après, c'est des retours qui sont vraiment en conditions tripartites. L'auto-évaluation, l'évaluation des observateurs. Là, dans les outils HOST, c'est aussi l'étudiant simulé qui va donner sa rétroaction. Donc c'est vraiment une multiplicité des retours qui permet aussi de prendre conscience et de développer ses compétences pédagogiques. Donc maintenant, j'imagine que vous trépignez tous d'impatience de voir à quoi ça ressemble une grille Think. Merci Cécilia. Et donc justement, vous, observateurs, vous avez eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait. En clair, le rôle d'observateur dans ces ethos, c'est vraiment de dire... finalement, le formateur, quand il a supervisé l'étudiant, est-ce qu'il a pu prendre le temps de poser ses mots ou est-ce qu'il était plutôt dans le jugement? Par exemple, on pourrait entendre on pourrait entendre alors des termes un petit peu stéréotypés comme il ne fait pas les liens, elle ne fait pas les liens, elle n'est pas faite pour ça, ne comprend pas. Est-ce que finalement ça a été utile? Est-ce que notamment le retour, le feedback apporte une information concrète justement pour changer sa pratique de formateur? Est-ce que c'est utile à la pratique du formateur qui est évalué? Il y a le I de inspirant. Est-ce que ça permet de motiver à progresser ou alors est-ce que ça nuit finalement au fait de se dire bon, je vais m'améliorer? Il y a le N de nécessaire, ne dire que ce qui sert vraiment. Vous voyez, on l'a vu aussi à travers ce séminaire, c'est de pouvoir faire un retour centré sur l'essentiel pour ne pas diluer notamment les messages. Et puis, est-ce que finalement, c'est toujours dans le respect de la personne? Est-ce que c'est toujours bienveillant? C'est pour ça que vous avez eu certains des rôles, notamment de médiateurs. Alors, ça, c'est la grille Think. Elle permet vraiment de structurer le feedback, ça vous l'avez compris. Et l'idée de la prochaine présentation, c'est de pouvoir, merci, vous présenter justement ces fameux formats des ethos. Alors Swen, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Mais bien sûr, Cécilia, avec grand plaisir. Alors, dans le format des ethos, donc nous on dit ethos et pas OSTE parce que c'est mieux. C'est plus facile à dire. Du coup, dans l'article, ils montrent en fait, ils décrivent en fait concrètement plusieurs formats, notamment la présentation de cas cliniques qui est vraiment le format le plus courant. Donc, on imagine bien, c'est vraiment l'idée d'un étudiant qui va présenter un cas clinique à un superviseur. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme des écosses et pouvoir vraiment améliorer les interactions entre l'enseignant et l'étudiant.
Ensuite, il parle de mentorat aussi, où là, c'est plus l'évaluation des compétences relationnelles entre un étudiant donc, et son formateur ou son mentor, du coup. Ça peut être aussi, par exemple, sur la motivation, sur des questions de professionnalisme, ça peut être aussi le parcours de l'étudiant. Ensuite, il y a la supervision. Donc là, la supervision, c'est assez proche du mentorat, mais ce sera un petit peu plus axé, par exemple, sur la supervision en elle-même, c'est-à-dire comment on va accompagner un bilan mi-stage ou la fin d'un stage, etc. Donc plutôt sur la supervision et plutôt en supervision toujours indirecte. Ensuite, ce qu'on connaît aussi, ça peut être tout à fait sur les compétences procédurales et comme on a pu le voir ce matin, l'accompagnement sur l'apprentissage d'un geste, où là, du coup, on va regarder comment l'enseignant s'y prend, quelle méthode il va pouvoir avoir. Donc, ça peut se faire aussi au sein d'une simulation pour vraiment réfléchir à sa méthode d'apprentissage. Ensuite, il y a aussi ce qu'ils appellent l'enseignement au chevet du patient, mais en fait, c'est un peu... c'est pas le chevet du patient, ça reste toujours dans un laboratoire de simulation où là, par exemple, on va pouvoir évaluer comment le superviseur ou ne serait-ce qu'un professionnel de santé, un tuteur de stage, va pouvoir éventuellement encadrer un étudiant qui est auprès du patient. Donc, le patient sera toujours quelqu'un de simulé. Avec, bien sûr, toujours des processus de feedback, notamment, qui est un peu plus particulier dans ce cas-là, puisqu'il y a un patient simulé. Donc, on pourra aussi prendre en compte son feedback. Sylvie, ne t'en va pas. Tu fermes la fenêtre. Alors la suite, donc Sylvie va vous parler pas du sync, hop, de l'autre côté, de tout ce qui est analyse critique et l'efficacité finalement de ce qui a pu être dit dans ce guide AMI sur l'OSTE. Je récupère le micro. Oui, effectivement, donc cet article... il a donné quand même tout un tas de paragraphes qui critiquent, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est super, que c'est super, que c'est super, mais finalement, il y a quand même des éléments positifs et des éléments qui peuvent aussi être un peu complexes. Ce qui est intéressant, on a extrait ce schéma de l'article qui finalement montre que, en comparaison avec une évaluation traditionnelle dans un enseignement, où parfois il n'y a qu'un seul évaluateur qui est présent dans l'espace et que ça peut mettre de la subjectivité, ça peut être difficile en termes de méthode d'évaluation. Les ethos, elles, par leur cadre d'évaluation, objectif et structuré, parce qu'on sait avant quelle est l'intention de l'enseignant formateur, donc on a élaboré la grille d'évaluation au décours, et on augmente l'objectivité, il y a énormément plus de cohérence et ça diminue les biais, bien évidemment, de subjectivité, vous l'avez compris. Donc ça, c'est un élément assez intéressant dans la combinaison, encore une fois, de la grille critériée et de l'échelle performance globale, avec, dans certains formats, parce que ça peut être sous format atelier, mais aussi la multiplicité des stations. Ensuite, concernant le niveau de Kirkpatrick qu'on aime tant, l'idée que c'est facile, bien sûr, ils sont contents, ils sont satisfaits, premier niveau. On voit qu'il y a quand même une acquisition des connaissances par les outils utilisés, pédagogiques et d'évaluation. Donc ça, le niveau 2, il est assez visuel, en tout cas c'est décrit comme ça au niveau de l'article. Par contre, le niveau 3 et 4, c'est plus difficile à prouver. Mais je crois que tu as étudié une possibilité. Tu veux bien nous en dire plus, s'il te plaît, Cécilia ? Oui, tout à fait. Alors, en juin 2021, pendant la Covid, l'université et l'hôpital universitaire de Faisisou, en Chine, a créé une formation de formateurs pour permettre l'habillage et le déshabillage des professionnels de santé. Donc, formation de formateurs. Dans le cas des EPI, lors du variant Delta. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Il y a eu 474 formés, médecins, infirmiers, en tant que formateurs. Et eux-mêmes, en cascade, ont formé près de 8000 professionnels de santé, infirmiers et médecins. Ils ont utilisé le même format et ils ont même utilisé la grille Sync ou alors le modèle Pendleton. On le connaît, on sait comment il se passe au niveau du feedback. Et en fait, ils se sont rendus compte, grâce à ça, qu'il n'y avait pas eu d'infection supplémentaire grâce à cette formation de formateurs appliquée à une analyse de pratique au format host. Donc, plutôt pas mal. Sylvie, qu'en penses-tu ? Ils sont forts, ces Chinois. Alors, effectivement, un peu de nuance dans l'idée que c'est probablement multifactoriel et que ce n'est pas juste la formation ethos.
Mais merci en tout cas pour cet exemple. Pour terminer sur cette diaporama, effectivement, on l'a vu, ça demande un temps d'appropriation, donc ça veut dire qu'il faut former. Et ça, c'est des ressources humaines, c'est des ressources financières. Et en plus, parfois, il faut avoir des laboratoires de simulation ou alors des espaces dédiés. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Donc, en termes de coûts et ressources, c'est complexe. Ça met un temps à s'approprier, donc ça veut dire que ça ne va pas être efficace au premier. Donc, il faut en faire plusieurs fois et sur un laps de temps assez régulier. Mais ça reste un défi pédagogique parce qu'il y a un réel intérêt à améliorer nos pratiques d'enseignement. Et enfin, l'idée de réaliser en co-construction des scénarios issus du vécu réel, donc ça permet d'augmenter l'authenticité, et même si c'est des situations simulées, et on pourrait dire qu'au niveau taxonomique, on n'est pas tout à fait au savoir, au faire, etc., ça n'empêche qu'on l'a vu lors de la simulation, l'élasticité, elle est moindre. Donc il y a une réelle immersion, et donc c'est un vrai enjeu de les mettre en place. Alors, tu parles d'amélioration des pratiques. Alors, allons voir, du coup, ce cycle, en fait, vertueux dont tu parles. Avec ceci. En effet, le cycle d'amélioration continue, a priori, ça vous fait penser à quelque chose, ce cycle, potentiellement? À Kolb, en effet, je l'ai entendu. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir conduire une évaluation. Les évaluateurs évaluent les performances des enseignements, ce qui permet d'avoir un retour. On connaît toute l'importance du feedback, pour que le formateur puisse identifier ses points forts, ses axes d'amélioration et puisse mettre en œuvre les changements dans sa propre pratique, puisque ce n'est pas évident non plus quand on est formateur de se remettre en question, de dire là, j'ai peut-être pas été bon dans cette situation, j'aurais peut-être pu mieux faire ou je me suis senti en difficulté. On a entendu aussi hier le droit de dire je ne sais pas, et c'est pas évident aussi en termes d'estime de soi ou de lien avec l'image des autres que l'on peut renvoyer. En tout cas, l'idée, c'est que si on demande à nos étudiants de travailler, et notamment l'amélioration continue, la pratique autour des Écosses, faisons-le également de notre propre côté. Alors, Swen, peut-être quelques mots-clés pour cette fin de pause, du moins avant les questions. Alors, donc, du coup, pour conclure cette pause pédagogique, il est vraiment essentiel de retenir des principes, ou on va dire des mots-clés, où en fait l'ethos ou l'OSTE est vraiment un outil de développement des compétences pédagogiques qui permet vraiment aux formateurs de favoriser la réflexivité sur ses propres pratiques dans l'enseignement. Et on a bien vu en fait au travers des situations que vous avez pu évoquer autour de ces ateliers, c'est qu'en fait souvent les conversations, elles mènent pas toujours à des améliorations de pratique. Il peut y avoir des choses qui peuvent émerger, mais l'idée de ces OSTE, c'est aussi de pouvoir s'améliorer, utiliser des méthodes et au final arriver à une communauté de pratique, puisqu'en fait, à force d'avoir plusieurs experts qui vont pouvoir évaluer ces méthodes, on va pouvoir, ou ces compétences de pédagogue, ils vont pouvoir s'améliorer et vraiment créer cette communauté de pratique. Donc vraiment, merci à tous pour votre participation, en tout cas, autant en présentiel qu'en présentiel. Et en fait, la question, ce serait, est-ce que vous seriez prêts, vous, à adopter cette démarche d'analyse de vos pratiques pédagogiques, finalement, au sein de services, au sein de vos institutions? Voilà, je laisse la réflexivité, mais un pour tous et tous pour un. L'IA est géniale. L'IA, elle vous a pas réussi. C'est pour ça qu'on a mis la fin au début. Mais est-ce que vous comprenez l'image et le lien ethos? Non, c'est pas la peine. Et Aramis. Merci. Portos, Trois, ils étaient quatre. Oui, mais nous, on est trois. Trois, ça suffit. Il y a toujours un accompagnant parmi vous. Au début. Ok. Alors, quelles questions vous pourriez avoir, justement, sur cette présentation? Justement, sur est-ce que l'article développe le côté faisabilité, acceptabilité dans les groupes qui le mettent en place, frein à dépasser, parce que effectivement, la question que vous posez, c'est la question que je me pose surtout, moi, c'est l'acceptabilité dans un groupe pédagogique qu'on anime, en fait, parce que pour pouvoir mettre
en place de ce alors pas aller à l'ethos, mais déjà rien qu'en simulation, arriver à faire qu'une fois par an, on fasse remplir des questionnaires d'évaluation sur sa pratique d'auto-évaluation, l'évaluation par les apprenants, plus un formateur qui vient observer, qui remplit une grille standardisée. Déjà, je crois que dans le groupe, je dois être un des seuls à le faire. Ouais, je comprends. Il y a eu des cas cliniques en fait qui ont été rapportés, notamment celle de Chine. Ce qu'on peut lire, c'est que en fait, il faut commencer par une première petite communauté, des gens qui ont envie de le faire, et dès lors s'appuyer en fait sur ces personnes-là qui sont moteurs finalement, pour que ça crée un début de culture. Mais l'article en lui-même ne le précise pas directement. Mais on pourrait s'imaginer, en tout cas, sur des gens formés, ou en tout cas qui sont convaincus de l'utilité ou du sens qui est donné, de se dire, bon, on va commencer petit. C'est-à-dire qu'il suffit d'être 3, en fait. 3, 4, c'est OK, en fait. Et donc, après, effet domino, et puis on embarque des gens petit à petit. Et comme on peut le voir dans ce master en pédagogie, c'est vrai que l'idée, c'est de partir aussi un peu des besoins, pour rester cohérent pédagogiquement. C'est vrai que si on voit que tout fonctionne bien et qu'il n'y a jamais, de retour de situation de problème, est-ce qu'il y a besoin de le mettre en place? C'est une juste question. Mais si par contre il y a des besoins, des situations de problème, Carole, je t'en prie, viens avec nous. Non, ça va venir. Je m'en souviendrai pour tout à l'heure. Ben oui, voilà. Merci Carole. Oui, Lisa. Merci. Alors, pour tester moi-même au centre de mon institut des observations par les pairs qui sont non évaluatives actuellement dans le cadre de ma recherche, c'est super intéressant. Tout le monde s'accorde à dire que c'est super bien pour sa propre pratique de pouvoir améliorer sa propre pratique. Cependant, en termes de timing, de planning, de cohésion de planning, de tout ce qu'on a comme choses qui arrivent au fil de l'eau, c'est quand même super contraint. Le guide le dit aussi. Ouais. Et à la fois, en fait, les ethos, c'est dans un court temps. Là, c'est tout le montage, la création des situations, en fait, qui va être chronophage. Mais encore une fois, si c'est pour gagner du temps par la suite, pour être peut-être plus armé, ben, ça vaut peut-être aussi le coup. Et pas de rester chacun dans son coin à se dire « Ah purée, là, j'aurais bien aimé en équipe qu'on aborde ce sujet ». Mais à la fois, en équipe, on s'expose. Alors que dans des petits groupes comme ça, on peut tester, on peut essayer, on peut... Voilà, et puis directement avoir un feedback sur les propos que l'on tient, ce que l'on dit à l'étudiant, tu vois, et avec une incidence directe. Je rejoindrai un petit peu ce que dit souvent un de nos modèles, professeur Habib, quand il dit « Nous sommes... » Oui, ça t'a réveillé, ça me fait plaisir. Nous sommes des ambassadeurs. Il le dit, je suis soif d'apprendre. Je passe 2 années avec vous, toutes les situations m'intéressent, parce qu'après, l'idée, c'est que je vais le transposer dans mon milieu. Et en fait, chaque situation est source d'apprentissage. Et donc, oui, même à petite échelle, ça vaut le coup. Tout à fait. Alors, ma question, c'était, est-ce que c'est un dispositif qui se fait exclusivement de manière, avec un seul formateur, ou aussi dans un cadre de co-animation, c'est-à-dire avec les écosses en binôme? Eh ben, tout va dépendre de l'intérêt. Si c'est scénario. C'est le cas là où c'est exclusivement... Dans les formats, Swen a présenté un cas où il y a un enseignant-formateur dans la supervision, donc formé à la formation, donc supervisé à la supervision. Donc en fait, effectivement, c'est vraiment un phénomène en cascade. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mesdames. En fait, ça va dépendre du scénario et quels sont les objectifs en fait, de ce que tu vas vouloir faire. Après, en revenant un petit peu sur les difficultés, c'est vrai que des fois, quand on fait des écosses, on dit qu'il faut beaucoup de matériel, etc. C'est vrai que là, l'idée, souvent, en fait, du matériel, c'est souvent juste une table, 2 chaises, et ça suffit, c'est assez suffisant. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être passer le cap aussi de se dire, bon, ben, on essaye et on va voir ce que ça donne, en fait. Oui. Le frein que moi j'y vois, c'est quand même une notion de confiance dans les membres du groupe, qui me paraît indispensable pour pouvoir faire ça. Je veux dire, je pense que l'implanter dans une équipe qui ne va pas bien, qui n'a pas, où finalement il y a un déséquilibre dans la répartition des experts, des novices quelque part, ça peut être vraiment quelque chose qui est plus... qui peut causer, à mon sens, peut-être plus de dommages que de
valoriser Oui, parce qu'on pourrait basculer dans l'évaluation sanction. Ouais. Ou alors pour stigmatiser finalement le novice. Et je pense aussi, alors pour moi c'est un projet d'établissement, d'institut de formation, etc., de service, où on a réfléchi tous ensemble, où l'outil ne vient pas comme ça poser, parce que potentiellement ça pourrait être mal utilisé par les RH, par voilà, le N+1, en se disant, ben voilà, on a la preuve que ça ne va pas du tout avec l'accompagnement des étudiants. Donc forcément, personne n'a envie en fait, d'être dans ce type de situation. Par contre, on sait toujours qui aller voir quand on a un problème. Enfin, moi, en institut de formation, j'ai une difficulté avec un étudiant, je sais à qui je vais m'adresser, parce que je suis en confiance avec cette personne, bien évidemment. Et là, l'idée aussi, ce serait peut-être de se dire, bah oui, on peut créer des communautés de pratique, et puis on aurait la liberté de choisir, potentiellement, les personnes avec qui on a un cadre sécure et où on se sent bien, parce que encore une fois, c'est sur volontariat et l'idée, c'est de garder la liberté de chacun, en tout cas, de participer. Juste, je crois que Thomas, tu avais une remarque à faire. Il y avait Louise aussi. Ah, Louise aussi, pardon, Louise. Alors, le fait de démarrer à plusieurs par une petite communauté, moi, ça me pose quand même question quand justement on essaye de faire une communauté de formateurs. Et c'est que si on ne se soumet pas tous aux mêmes règles, c'est assez mal vécu. Voilà. Et l'autre chose, moi, je me demande si, en nous faisant faire cette activité, c'était pas la première étape pour implanter ce genre de choses. Parce que pour l'avoir fait, par exemple, dans le groupe de formateurs SIMU à Rennes, autant se mettre à avoir une évaluation de ces pratiques en conditions réelles ou simulées, parce que là, en fait, c'est une évaluation de ces pratiques en conditions simulées. Ça, c'est très dur à... Voilà. Mais par contre, construire un temps structuré en disant, voilà, vous avez 1 heure pour choisir une situation pédagogique que l'un de vous s'est senti en difficulté, l'analyser, construire les réponses et après la présenter à l'ensemble du groupe, ça paraît tout de suite beaucoup plus acceptable puisqu'on n'est plus en... Par rapport à l'éthos, il y a moins une marque de jugement en fait. Il y a une marque de co-construction de la compétence et pas ce qui peut être ressenti un peu là comme du jugement. Ça va être progressif. Si déjà le premier objectif ce serait de se réunir autour Ouais. d'une situation, c'est déjà beaucoup. Mais tu vois, pour te dire, moi, pour avoir vécu proposer une sorte de, pas d'évaluation, mais c'était autre chose, c'était un entretien annuel, un entretien annuel comme on a dans toute profession, en fait, pour savoir où on veut aller, ce qui nous va, nos difficultés, voilà. Ça, c'est non, on va nous évaluer, voilà. Alors que ça, zéro souci, en fait. Et les taux, je pense que ça repose la question de, ça veut dire quoi évaluer, en fait. Oui. Tout à fait. Et ça doit être le préalable et un préalable qui doit être commun. C'est l'objectif, tout à fait. Et clarifié, ouais. Louise Alors, comment dire, je vais vous poser à vous Ça sera plus une facile. question. Mais c'est finalement une question au groupe. À Madame Sébry aussi, j'espère qu'elle pourra m'aider dans cette question que je commence à me poser depuis un moment et que votre sujet, là, le sujet que vous traitez, fait un peu aussi ressortir. C'est-à-dire que je trouve qu'on a tous cette conviction, cette sensation que plus on est réflexif, que le fait de travailler notre réflexivité va faire de nous de meilleurs professionnels, soit de meilleurs formateurs, de meilleurs médecins, de meilleurs infirmiers. Et en fait, je me demande quelle preuve on a de ça. Je ne suis pas sûre d'avoir lu quelque chose ou d'avoir entendu quelque chose qui me fasse être convaincue avec une vraie preuve que plus on est réflexif et meilleur on est en tant que praticien, en tant que formateur, etc. Et je trouve que ça, c'est un argument qui manque dans convaincre les institutions de l'intérêt d'implanter vraiment le travail de cette démarche réflexive. Alors, je n'ai pas forcément de réponse préétablie. Par contre, c'est vraiment en lien avec ce que je suis en train de lire et de préparer le retour d'un livre que je suis en train de lire et de préparer pour Thierry qui s'appelle « L'efficacité dans la formation d'adultes ». Donc c'est un livre qui a été écrit par Philippe Carré et qui a été publié il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, mais donc qui est relativement récent comme outil pédagogique. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'efficacité des formations. Et en fait, l'efficacité des formations,
la démonstration de l'efficacité d'une formation passe par la démonstration finalement de l'efficacité du formateur dans sa formation. Et au fur et à mesure des évolutions, on s'est rendu compte que pour arriver à démontrer de son efficacité en tant que formateur, il fallait pouvoir être en capacité de faire un retour réflexif sur ce qu'on a produit dans la formation. À la fois l'analyse de l'impact que ça produit chez les étudiants selon l'échelle de Kirkpatrick, voilà, donc à la fois dans la connaissance immédiate, mais aussi dans le futur, mais aussi ce que ça pourrait produire chez le formateur en termes de réajustement perpétuel. Et la réflexivité, c'est pas dire « je suis bon », la réflexivité, c'est se dire « où est-ce que je pourrais encore progresser ?» ou quels sont les éléments finalement de la formation qui ont fonctionné, moins bien fonctionné. Il y a des formations qui marchent très bien avec tel public, et puis on refait la formation l'année d'après avec un public différent, et bien ça foire totalement. Et en fait, c'est pas une question de j'ai été bon ou pas bon, c'est une question de finalement est-ce que j'ai su m'adapter et comment est-ce que je pourrais m'adapter mieux en fait. C'est de faire bouger son questionnement et faire bouger finalement ses limites de questionnement. Perception d'efficacité. Ouais. Je voulais juste, parce que forcément la question que tu poses rejoint aussi mon travail. En tout cas, l'écriture ou la réflexivité, a priori, peut augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Mais le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas je suis efficace en effet ou je suis performant. C'est je vais pouvoir prendre des décisions, je vais pouvoir agir, je me sens capable de le faire, je me sens capable de faire un geste, je me sens capable en tout cas d'y aller. Et ça participe potentiellement à la construction du savoir agir professionnel. Peut-être la dernière question. Non, mais on fera hors vidéo, parce que ça peut être En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci.